Le 23 août 1987, une famille de 4 personnes quitte son hôtel du Vieux-Port de Marseille pour une simple promenade matinale. Philippe Lefebvre, 32 ans, sa femme Céline, 29 ans, et leurs 2 enfants, Mathieu, 4 ans, et Sophie, 9 mois, ne reviendront jamais. Leurs valises restent intactes dans la chambre. Leurs vêtements pendent encore dans l'armoire. Le biberon de Sophie attend sur la table de nuit. Pendant 16 années, personne ne saura ce qui leur est arrivé. Puis, en avril 2003, un ouvrier découvre un sac à main coincé dans les fondations d'un ancien entrepôt en démolition près du port. À l'intérieur, les papiers d'identité de Céline Lefebvre, parfaitement conservés, et quelque chose d'encore plus troublant, un carnet intime, dont les dernières pages, écrites avec une urgence palpable, révèlent qu'elle savait. Elle savait que quelque chose de terrible allait se produire. Mais comment une mère de famille en vacances peut-elle pressentir sa propre disparition? Et surtout, pourquoi n'a-t-elle rien fait pour l'empêcher? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, été 1987. La ville vibre sous la chaleur de juillet et Philippe Lefebvre traverse une période particulièrement stressante. Ingénieur dans une entreprise de mécanique de précision du quartier de Vaise, il travaille depuis des mois sur un projet important qui accapare toutes ses journées. Les tensions au travail sont palpables. Son supérieur hiérarchique, exigeant et autoritaire, multiplie les réunions tardives et les week-ends de travail supplémentaires. Céline, elle, enseigne le français dans un collège de Villeurbanne. C'est une femme organisée, méticuleuse, qui tient un journal intime depuis l'adolescence. Elle y consigne tout. Les progrès de Mathieu à l'école maternelle, les premiers sourires de Sophie, mais aussi ses inquiétudes concernant Philippe, qui semble de plus en plus distant. La famille habite un appartement confortable dans le 3e arrondissement de Lyon, rue Moncey, près de la gare de la Part-Dieu. C'est un quartier animé, bruyant, où les Lefebvre vivent depuis leur mariage en 1982. Les voisins les décrivent comme une famille discrète, polie, sans histoire. Madame Jacquier, la retraitée du 2e étage, garde parfois Mathieu quand Céline doit rester plus tard au collège. Elle se souvient d'un petit garçon souriant, poli, qui adorait dessiner des trains et des voitures. Début août, Philippe annonce soudainement qu'il a réservé une semaine de vacances à Marseille. C'est une décision impulsive, inhabituelle pour lui. Céline semble surprise, mais accepte. Elle note dans son journal, le 5 août, « Philippe a réservé l'hôtel sans m'en parler. C'est étrange. Lui qui planifie toujours tout des mois à l'avance, il dit qu'il a besoin de s'éloigner, de respirer. Je ne l'ai jamais vu aussi tendu. » La réservation est faite pour l'hôtel du Levant. Un établissement modeste mais bien tenu, situé rue Fortia, à quelques minutes à pied du Vieux-Port. Le 18 août 1987, la famille prend la route tôt le matin. Philippe conduit leur Renault 25 blanche, immatriculée dans le Rhône. Le trajet jusqu'à Marseille dure environ 4h30. Il s'arrête une fois sur une aire d'autoroute près de Montélimar pour que Céline puisse allaiter Sophie et que Mathieu puisse se dégourdir les jambes. Un employé de la station-service se souviendra plus tard de les avoir vus. Une famille comme les autres, le père un peu fatigué au volant, la mère attentive avec le bébé, le petit garçon excité par les camions garés sur le parking. Ils arrivent à Marseille en début d'après-midi. Marcel Fontaine, le propriétaire de l'hôtel du Levant, un homme de 58 ans qui tient l'établissement depuis 20 ans, les accueille chaleureusement. Il leur donne la chambre 203, au 2e étage, avec vue sur la rue. C'est une chambre simple mais propre, avec un grand lit pour les parents et un lit d'appoint pour Mathieu. Le berceau pour Sophie est installé près de la fenêtre. Marcel note que Philippe semble pressé de monter les bagages, refusant son aide. Céline, elle, est aimable, pose des questions sur les bons endroits pour se promener avec les enfants. Les premiers jours se déroulent sans incident apparent. Le 19 août, la famille visite le Vieux-Port, se promène le long des quais, mange une bouillabaisse dans un petit restaurant du quartier du Panier. Claire Arnaud,
La femme de chambre de l'hôtel, une femme de 34 ans qui travaille là depuis 8 ans, les croise dans le couloir le soir. Elle remarque que Mathieu tient un petit bateau en bois, probablement acheté sur le port. Philippe porte Sophie endormie contre son épaule. Tout semble normal. Le 20 août, il loue une voiture chez un garagiste local, près de la gare Saint-Charles. C'est une Peugeot 305 bleue. Le garagiste Henri Vallier se souviendra que Philippe semblait connaître exactement le type de véhicule qu'il voulait. Il a insisté pour avoir un modèle avec un grand coffre, dira-t-il plus tard aux enquêteurs. Le contrat de location est établi pour une semaine, jusqu'au 27 août. Philippe paye en espèces, ce qui n'est pas inhabituel pour l'époque, mais le garagiste note quand même ce détail dans son registre. Le 21 août, il visite les Calanques. Un couple de touristes allemands prend une photo sur la plage de Sormiou. On y voit, en arrière-plan, une famille qui pourrait être les Lefebvre. Un homme avec un petit garçon construisant un château de sable, une femme avec un bébé assise sur une serviette. La photo ne sera découverte qu'en 1988, lorsque les Allemands, ayant entendu parler de la disparition dans les journaux, la feront parvenir à la police marseillaise. Le 22 août au soir, quelque chose change. Claire Arnaud, en faisant le ménage de la chambre dans l'après-midi pendant que la famille est sortie, remarque que le journal intime de Céline est ouvert sur le lit. Elle ne le lit pas, par discrétion professionnelle, mais elle note que l'écriture semble nerveuse, les lignes moins droites que sur les autres pages qu'elle a pu apercevoir les jours précédents. Les vêtements sont moins bien rangés que d'habitude. Un verre d'eau renversé a laissé une trace sur la table de nuit. Ce sont des détails infimes, mais clairs à l'œil. Après 20 ans de travail dans l'hôtellerie, elle sait reconnaître quand quelque chose ne va pas dans une chambre. Ce soir-là, vers 22h30, Marcel Fontaine entend des voix élevées venant de la chambre 203. Ce n'est pas une dispute violente, plutôt une conversation intense, pressante. Il ne peut pas distinguer les mots, mais le ton de Philippe lui semble tendu, presque suppliant. Puis le silence revient. Le lendemain matin, tout bascule. Le 23 août 1987, à 7h15 précise, Claire Arnaud commence sa journée de travail comme d'habitude. Elle prépare son chariot de ménage au rez-de-chaussée de l'hôtel du Levant et monte au 2e étage. À 7h32, elle frappe à la porte de la chambre 203. Pas de réponse. Elle frappe à nouveau, attend, puis entre avec son passe. La chambre est vide, mais pas comme une chambre dont les occupants seraient simplement sortis. Les valises sont là, ouvertes. Les vêtements pendent dans l'armoire. Le biberon de Sophie est posé sur la table de nuit, avec encore un fond de lait. Les affaires de toilette sont dans la salle de bain. Le journal intime de Céline est sur le lit, fermé cette fois. Sur la table, près de la fenêtre, un plan de Marseille est déplié avec des annotations au crayon, mais aucune trace de la famille. Claire pense d'abord qu'ils sont sortis prendre leur petit déjeuner. Elle fait le ménage de la chambre et redescend. À 9h, elle mentionne à Marcel que les occupants de la 203 ne sont toujours pas rentrés, ce qui est inhabituel avec un bébé. Marcel vérifie. La Renault 25 des Lefebvre n'est plus garée dans la petite rue adjacente où Philippe avait l'habitude de la stationner depuis leur arrivée. Ils sont partis en excursion, conclut-il. Mais à 13h, lorsque Claire retourne vérifier, la chambre est toujours dans le même état. Les lits n'ont pas été refaits. Personne n'est revenu. À 15h, Marcel Fontaine commence à s'inquiéter sérieusement. C'est un homme pragmatique, peu enclin à l'alarmisme, mais quelque chose ne colle pas. Il téléphone au garage d'Henri Vallier pour demander si les Lefebvre ont peut-être ramené la voiture de location. Non, la Peugeot 305 bleue n'a pas été restituée. Marcel attend encore. Les familles font parfois des journées entières d'excursion, mais avec un bébé de 9 mois, sans affaire de rechange, sans le nécessaire pour préparer les biberons. À 19h, alors que le soleil commence à décliner sur Marseille, Marcel prend la décision d'appeler la police. Le commissariat du 1er arrondissement envoie 2 agents qui arrivent à 19h45. Ils prennent note de la situation, inspectent la chambre, posent des questions à Marcel et à Claire. L'un des agents, plus expérimenté,
demande à voir le registre de l'hôtel. Philippe Lefebvre a signé à son arrivée le 18 août. L'adresse à Lyon est correcte, le numéro de téléphone aussi. L'agent compose le numéro depuis le bureau de Marcel. Ça sonne dans le vide. Personne ne répond dans l'appartement de la rue Moncey à Lyon. Le 24 août au matin, la disparition devient officielle. L'inspecteur Vincent Garnier, un homme de 46 ans qui travaille à la police judiciaire de Marseille depuis 23 ans, prend le dossier en main. C'est un enquêteur méthodique, patient, connu pour ne jamais tirer de conclusions hâtives. Il commence par interroger longuement Marcel Fontaine et Claire Arnaud. Marcel décrit Philippe comme quelqu'un de correct mais distant. Il ne parlait pas beaucoup, vous voyez, poli mais pressé, comme s'il avait toujours quelque chose d'urgent en tête. Claire, elle, se souvient surtout de Céline. Elle était gentille, attentive aux enfants, mais elle avait l'air fatiguée, très fatiguée. Pas juste fatiguée physiquement, vous comprenez? Plutôt épuisée moralement. Vincent Garnier fait appel à la police de Lyon pour qu'elle se rende à l'appartement des Lefebvre. À 11h30, 2 policiers lyonnais forcent la porte de l'appartement de la rue Moncey en présence du syndic de l'immeuble. L'appartement est parfaitement en ordre. Trop en ordre, note l'un des agents. Comme si quelqu'un avait méticuleusement rangé avant de partir. Le réfrigérateur contient encore quelques aliments, mais rien de périssable. Le courrier s'accumule dans la boîte aux lettres, des factures, des publicités, une carte postale d'une collègue de Céline, en vacances en Bretagne. Dans le salon, sur un meuble, une photo de la famille prise quelques mois plus tôt. Philippe et Céline souriant, Mathieu entre eux, Sophie dans les bras de sa mère. Une famille ordinaire. Les policiers contactent les proches. Les parents de Céline, monsieur et madame Girard, retraités vivant à Bourg-en-Bresse, tombent des nues. Ils ont parlé avec leur fille au téléphone le 16 août, juste avant le départ pour Marseille. Elle semblait contente de partir en vacances, dira madame Girard, la voix brisée. Elle a dit que ça leur ferait du bien à Philippe et elle de changer d'air. Elle n'a rien mentionné d'inquiétant. Le père de Philippe est décédé 5 ans plus tôt. Sa mère, Marguerite Lefebvre, 68 ans, vit seule dans un petit appartement de Villefranche-sur-Saône. Elle non plus n'a remarqué rien d'anormal lors de sa dernière visite chez son fils, début juillet. Vincent Garnier retourne au garage d'Henri Vallier. Le garagiste fournit le numéro d'immatriculation de la Peugeot 305. C'est un véhicule de son parc de location, bleu métallisé, en excellent état mécanique. Un avis de recherche est immédiatement lancé sur tout le territoire français pour la Renault 25 blanche des Lefebvre et pour la Peugeot bleue. Les gares, les aéroports, les postes frontières sont alertés. Des photos de la famille, fournies par les parents de Céline, sont diffusées dans les commissariats et les médias locaux. Le 25 août, un témoin se présente spontanément au commissariat. C'est un homme de 38 ans, Jacques Lemoine, qui travaille comme serveur dans un café du Vieux-Port. Il affirme avoir vu la famille Lefebvre le 23 août au matin, vers 6h45. J'ouvrais la terrasse du café et je les ai vus passer. Le père portait le bébé, la mère tenait le petit garçon par la main. Ils marchaient vite, comme s'ils étaient en retard pour quelque chose. Le père regardait souvent derrière lui, comme s'il vérifiait qu'il n'était pas suivi. Ça m'a marqué parce que c'était tôt pour une famille, avec des enfants si petits. Vincent Garnier interroge longuement Jacques Lemoine. Dans quelle direction marchait-il? Vers le sud, en direction du port? Semblait-il inquiet, effrayé? Le père, oui. La mère avait l'air résignée plutôt. Le petit garçon pleurait? Non, il était calme, presque trop calme pour un enfant de 4 ans à cette heure-là. Portait-il des bagages? Non, rien, juste le père avec le bébé, la mère avec le petit garçon. Ce témoignage ouvre une piste. La famille a quitté l'hôtel volontairement, tôt le matin, sans bagages. Mais pourquoi? Et où sont-ils allés? Vincent Garnier fait inspecter minutieusement les quais du Vieux-Port. Les équipes de plongeurs de la police fouillent le fond du port pendant 3 jours. Rien. Aucune trace d'un véhicule immergé. Aucun corps. Les recherches s'étendent aux calanques environnantes, aux plages, aux zones rocheuses. Des hélicoptères survolent la côte.
Des équipes cynophiles fouillent les collines autour de Marseille. Toujours rien. Le 28 août, la presse nationale s'empare de l'affaire. Famille en vacances volatilisée à Marseille, titre Le Provençal. La photo de la famille Lefebvre apparaît dans les journaux télévisés. L'appel à témoins génère des dizaines de coups de fil, mais aucun ne mène à une piste concrète. Quelqu'un les aurait vus à Toulon, un autre à Nice. Un troisième jure les avoir aperçus à la gare de Lyon-Perrache. Toutes ces pistes sont vérifiées, toutes aboutissent à des impasses. Vincent Garnier retourne à la chambre 203 de l'hôtel du Levant. Marcel a laissé la chambre intacte, comme le demandait la police. L'inspecteur examine chaque détail. Il ouvre le journal intime de Céline, avec l'autorisation des parents. Les premières pages datent de 1975, quand Céline avait 17 ans. Elle y raconte sa vie de lycéenne, ses premiers amours, ses rêves de devenir enseignante. Puis viennent les années d'université, la rencontre avec Philippe en 1980, leur fiançailles, leur mariage. La naissance de Mathieu est décrite avec émotion, celle de Sophie aussi, mais à partir de mars 1987, le ton change. Céline écrit que Philippe est différent, nerveux, qu'il ne dort plus bien. Elle mentionne des appels téléphoniques étranges que Philippe reçoit tard le soir et qu'il prend dans une autre pièce. « Il me dit que c'est pour le travail, mais je ne le crois pas », écrit-elle le 12 avril. Puis, le 3 août, une entrée troublante. « Philippe m'a dit ce soir que nous devions partir, loin. Il n'a pas voulu m'expliquer pourquoi, j'ai peur. Pas pour moi, mais pour les enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui nous arrive ?» Et enfin, la dernière entrée, datée du 22 août 1987, la veille de la disparition. « Demain, tout sera fini, d'une manière ou d'une autre. Philippe dit qu'il a un plan. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Mais je n'ai plus le choix. Pour Mathieu et Sophie, je dois essayer. Si quelqu'un lit ceci un jour, sachez que j'aimais mes enfants plus que tout au monde. » Ces mots résonnent dans l'esprit de Vincent Garnier pendant des semaines. Il contacte l'entreprise où travaillait Philippe à Lyon. Le directeur, M. Beaumont, un homme de 52 ans à l'allure stricte, reçoit l'inspecteur dans son bureau du quartier de Vèze. « Philippe était un excellent ingénieur, dit-il, compétent, minutieux, toujours à l'heure. Mais depuis le début de l'année, il était devenu, distant. Il s'isolait. Il refusait parfois de participer aux réunions d'équipe. Son supérieur direct, M. Chavannes, s'en était plaint à moi en juin. Vincent Garnier demande à rencontrer ce M. Chavannes. Bernard Chavannes, 48 ans, chef du département de mécanique de précision, est un homme nerveux qui fume cigarette sur cigarette pendant l'entretien. Philippe et moi avons eu des différends professionnels, admet-il. Il contestait mes décisions, remettait en question mes choix techniques. Mais de là à imaginer qu'il disparaîtrait avec sa famille, non, je ne peux pas le croire. C'est absurde. Vincent note que Chavannes semble mal à l'aise, mais rien dans son emploi du temps ne suggère qu'il était à Marseille fin août. L'enquête se poursuit pendant des mois. Les comptes bancaires des Lefebvre sont épluchés. Philippe avait retiré 3000 francs en espèces le 15 août, juste avant le départ. Ce n'est pas une somme énorme, mais c'est inhabituel pour lui. Les relevés ne montrent aucune autre transaction suspecte. Pas de gros retraits, pas d'achats étranges, pas de billets d'avion ou de train vers l'étranger. Les cartes de crédit n'ont plus été utilisées après le 22 août. La Renault 25 blanche est retrouvée le 12 septembre, garée dans une rue résidentielle de l'Estac, un quartier au nord de Marseille. Le véhicule est intact. Les clés sur le contact. Dans le coffre, les enquêteurs trouvent des vêtements pour enfants, des jouets, quelques provisions. Rien d'anormal, aucune trace de lutte, aucune trace de sang. La voiture est passée au peigne fin par les techniciens de la police scientifique. Des empreintes digitales sont relevées, celles de Philippe, de Céline et quelques empreintes partielles d'enfants, mais aussi une empreinte inconnue sur le rétroviseur intérieur. Elle sera comparée au fichier sans résultat. La personne qui a laissé cette empreinte n'a jamais été identifiée. La Peugeot 305 bleue de location L reste introuvable. Henri Vallier porte plainte pour vol de véhicule, mais son assurance couvre les dommages. Le garage continue de fonctionner. La vie continue.
Mais pas pour les familles Lefebvre et Girard. Marguerite Lefebvre, la mère de Philippe, sombre dans une dépression profonde. Elle refuse de croire que son fils ait pu faire du mal à sa famille. Philippe était un bon père, répète-t-elle à qui veut l'entendre. Un bon mari. Quelque chose a dû arriver. Un accident. Quelqu'un leur a fait du mal. Elle s'installe dans l'attente. Chaque jour, elle espère un coup de fil, une lettre, un signe. En 1989, elle fait une crise cardiaque. Elle survivra, mais son état de santé ne sera plus jamais le même. Les parents de Céline, Monsieur et Madame Girard, réagissent différemment. Monsieur Girard, ancien contremaître dans une usine textile, canalise son chagrin dans l'action. Il crée une association de familles de disparus, distribue des tracts avec les photos de Philippe, Céline, Mathieu et Sophie dans toutes les gares de France. Il écrit aux ministres, aux députés, aux journalistes. Il ne se résigne pas. Madame Girard, elle, se retire du monde. Elle ne sort plus de chez elle, refuse de voir ses amis. La maison de Bourg-en-Bresse devient un sanctuaire silencieux où les photos de Céline enfant côtoient celles de Mathieu et Sophie. À Lyon, l'appartement de la rue Moncey reste vide pendant 1 an. Les loyers sont payés automatiquement par prélèvement bancaire jusqu'à épuisement des comptes. En 1988, le propriétaire, ne pouvant plus attendre, fait vider l'appartement. Les affaires personnelles des Lefebvre sont entreposées dans un garde-meuble aux frais des parents. Madame Jacquier, la voisine du 2e étage, pleure en voyant les déménageurs emporter les cartons. « Les pauvres petits », répète-t-elle. « Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver ?» Vincent Garnier ne lâche pas l'affaire. Même lorsque le dossier est officiellement classé en 1989, faute d'éléments nouveaux, il continue à y penser. Il relit les dépositions, examine les photos, cherche ce qui lui aurait échappé. Il interroge à nouveau Marcel Fontaine en 1990. Le propriétaire de l'hôtel du Levant a vieilli. Il a maintenant 61 ans et songe à vendre son établissement. « J'y pense encore tous les jours », confie-t-il à l'inspecteur. « Cette famille, ces enfants. Je me demande si j'aurais pu faire quelque chose, si j'avais alerté la police plus tôt, le premier jour. » Claire Arnaud, elle, a quitté l'hôtel du Levant en 1988. Elle travaille maintenant dans un autre établissement, près de la gare Saint-Charles. Lorsque Vincent la recontacte en 1991, elle se souvient toujours de cette matinée du 23 août. « Ce qui me hante, dit-elle, c'est le biberon de Sophie avec encore du lait dedans. Ça veut dire qu'ils sont partis juste avant qu'elle ait faim. Avant 6 heures du matin, forcément. Qui part en pleine nuit avec des enfants si petits sans emporter le strict nécessaire. » Les années passent. L'affaire Lefebvre rejoint la longue liste des disparitions inexpliquées. Les théories abondent. Certains pensent que Philippe était impliqué dans un réseau criminel et qu'il a fui avec sa famille pour leur sauver la vie. D'autres imaginent un meurtre-suicide, avec les corps cachés dans un endroit si improbable qu'ils n'ont jamais été retrouvés. Les plus optimistes croient à une nouvelle vie sous de fausses identités, quelque part en Europe ou en Amérique du Sud. Mais personne ne sait vraiment. En 1995, un nouvel élément surgit. Un touriste britannique de passage à Marseille contacte la police. Il affirme avoir pris une vidéo amateur en août 1987 sur le Vieux-Port. En revisionnant ses vieilles cassettes VHS, il a cru reconnaître la famille Lefebvre en arrière-plan. Vincent Garnier, maintenant proche de la retraite, mais toujours obsédé par cette affaire, examine la vidéo image par image. On y voit effectivement une famille, un homme, une femme, 2 enfants. Mais la qualité est médiocre, les visages flous. Impossible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien des Lefebvre. L'expertise technique ne permet pas de conclure. Une nouvelle impasse. L'an 2000 arrive. Vincent Garnier prend sa retraite en janvier, après 39 ans de service. Le dossier Lefebvre reste son plus grand regret professionnel. Il n'a jamais trouvé la réponse. En février 2001, il reçoit une lettre de Monsieur Girard. Le père de Céline lui écrit pour le remercier de son travail, malgré l'échec. « Ma femme est décédée le mois dernier, » écrit-il. « Elle ne s'est jamais remise de la disparition de notre fille et de nos petits-enfants.
Elle est morte sans savoir. Moi, je continue à chercher. Tant que je n'aurai pas vu leur corps, je refuserai de croire qu'ils sont morts. C'est peut-être de la folie, mais c'est ce qui me maintient en vie. À Marseille, la ville a changé. Le vieux port a été rénové. De nouveaux immeubles ont été construits. L'hôtel du Levant a fermé ses portes en 2002. Marcel Fontaine est décédé en 2001 d'un cancer du poumon. Claire Arnaud travaille toujours dans l'hôtellerie, mais elle a déménagé à Aix-en-Provence pour se rapprocher de sa sœur. Henri Vallier a vendu son garage et pris sa retraite. Les témoins de cette histoire disparaissent peu à peu, emportant avec eux leurs souvenirs fragmentaires de cette famille qui s'est volatilisée un matin d'été. Mais en avril 2003, 16 ans après les faits, quelque chose va enfin rompre le silence. Laurent Mercier a 52 ans en avril 2003. C'est un entrepreneur en bâtiment qui travaille dans la région marseillaise depuis 30 ans. Sa société, les établissements Mercier, est spécialisée dans la démolition et la rénovation d'anciens bâtiments industriels. En ce printemps 2003, il a décroché un contrat important. La démolition d'un ensemble d'entrepôts désaffectés près du port, dans le secteur de la Joliette. Ces bâtiments datent des années 50 et n'ont pas été utilisés depuis le début des années 80. La ville de Marseille a décidé de les raser pour construire un nouveau complexe commercial. Le lundi 14 avril 2003, les équipes de Laurent commencent les travaux. Ce sont des opérations délicates. Il faut d'abord vérifier qu'il n'y a pas d'amiante, de conduite de gaz dangereuse, de structures instables. Les ouvriers progressent méthodiquement, déblayant d'abord les gravats accumulés, puis démontant les installations techniques. L'entrepôt principal, un vaste hangar de 1500 mètres carrés, est dans un état de délabrement avancé. Le toit s'est partiellement effondré. Les murs sont couverts de graffitis. Des détritus jonchent le sol, des bouteilles vides, des cartons pourris, des débris de toutes sortes. Le mercredi 16 avril, en début d'après-midi, un des ouvriers, Samir Benali, 28 ans, travaille dans un coin reculé de l'entrepôt. Il dégage les gravats près de ce qui était autrefois le bureau administratif du hangar. En soulevant une vieille plaque de contreplaqué, il découvre une ouverture dans le sol. C'est une ancienne bouche d'évacuation des eaux bouchée depuis des décennies. Samir éclaire l'intérieur avec sa lampe torche. Il aperçoit quelque chose de coloré, coincé entre des briques et du béton. Il appelle son collègue, Franck Pereira. Ensemble, ils dégagent soigneusement les débris. C'est un sac à main. Un sac en cuir marron de bonne qualité, visiblement ancien mais étonnamment bien conservé. La fermeture éclair est rouillée mais encore fonctionnelle. Samir l'ouvre avec précaution. À l'intérieur, il trouve un portefeuille. Dans le portefeuille, une carte d'identité française, jaunie par le temps mais parfaitement lisible. La photo montre une jeune femme aux cheveux châtains, au sourire doux. Le nom inscrit est Céline Girard, épouse Lefebvre. Date de naissance, 18 mars 1958. Adresse, 3, rue Moncey, Lyon 3e arrondissement. Samir regarde Franck. Ils ne comprennent pas immédiatement la portée de leur découverte. Puis Franck, qui a grandi à Marseille et se souvient vaguement de l'affaire, fait le lien. « Attends, dit-il, Lefebvre, c'est pas cette famille qui a disparu dans les années 80. J'étais gamin, mais je me souviens que mes parents en parlaient. » Samir fouille le reste du sac. Il y trouve un trousseau de clés, quelques pièces de monnaie, un tube de rouge à lèvres, un paquet de mouchoirs en papier et un petit carnet à la couverture bleue, légèrement humide, mais relativement intact. Laurent Mercier est immédiatement alerté. Il examine le sac et comprend qu'il s'agit potentiellement d'un élément de preuve dans une affaire criminelle. Il appelle la police sans toucher à rien d'autre. À 15h45, 2 agents du commissariat de la Joliette arrivent sur le chantier. Ils prennent des photos, sécurisent le périmètre, emportent le sac dans un sachet scellé. Le soir même, l'information remonte à la police judiciaire. L'inspecteur Julien Roche, 38 ans, est en charge de l'affaire. Il a entendu parler du cas Lefebvre, mais il n'était qu'un jeune stagiaire en 1987. Il contacte Vincent Garnier, maintenant retraité, pour lui demander conseil.
Vincent, ému d'apprendre cette découverte, se rend au commissariat le lendemain matin. Il examine le sac, reconnaît le carnet bleu. « C'est son journal intime », dit-il d'une voix étranglée. « Je l'ai lu en 87, mais celui que nous avions trouvé dans la chambre d'hôtel était différent, plus grand. Celui-ci, c'est un autre carnet. Elle en avait plusieurs. Le carnet est confié à un expert en documents anciens pour restauration. Les pages sont humides, certaines sont collées entre elles. Il faut plusieurs jours de travail minutieux pour le rendre lisible sans l'endommager. » Pendant ce temps, Julien Roche fait analyser le sac lui-même. Les techniciens découvrent des traces de moisissure, de terre et surtout du sel. Du sel marin. Le sac a été en contact avec de l'eau de mer à un moment donné. Le 23 avril, l'expert remet à Julien Roche une transcription complète du carnet. Les premières pages datent de juillet 1987. Céline y décrit ses inquiétudes croissantes concernant Philippe. Elle mentionne plusieurs fois un nom, Chavannes. Philippe dit que Chavannes veut le détruire, qu'il a découvert quelque chose et qu'il va s'en servir contre lui. Je ne comprends pas de quoi il parle. Quel secret Philippe peut-il bien avoir ? Écrit-elle le 28 juillet. Puis, le 10 août, une entrée plus précise. Philippe m'a tout avoué ce soir. Il y a 3 ans, il a fait une erreur dans un calcul sur un projet important. Une erreur qui aurait pu coûter la vie à des gens si elle n'avait pas été corrigée à temps. Il ne l'a signalé à personne, par peur de perdre son travail. Mais Chavannes l'a découvert. Il le fait chanter depuis des mois. Il exige de l'argent encore et encore. Philippe a épuisé toutes nos économies. Il dit que nous devons partir, recommencer ailleurs. Le 15 août, Philippe a emprunté de l'argent à des gens dangereux. Il ne veut pas me dire qui. Il dit que si nous ne partons pas maintenant, il arrivera quelque chose de terrible. J'ai peur. Pas pour nous, mais pour les enfants. Que vont devenir Mathieu et Sophie dans tout ça? Le 21 août, nous sommes à Marseille. Philippe dit que c'est temporaire, que nous allons ensuite prendre un bateau. Pour où? Il ne veut pas le dire. Il a acheté des billets, mais il les garde cachés. Il dit que je saurai le moment venu. Et enfin, le 22 août, la dernière entrée de ce carnet. Demain matin, nous partons. Philippe a tout organisé. Nous devons quitter l'hôtel avant l'aube. Nous irons au port. Il y a un bateau qui part à 7 heures, un cargo qui accepte des passagers. Direction l'Algérie, puis peut-être le Maroc. Philippe dit que là-bas, personne ne nous retrouvera. Il a de faux papiers. Il les a montrés ce soir. Ils ont l'air vrais. J'ai tellement peur. Mais je dois faire confiance à mon mari. Pour les enfants. Je cache ce carnet dans mon sac. Si jamais quelque chose tourne mal, au moins il restera une trace. Julien Roche lit et relit ces lignes. L'image qui se dessine est celle d'un homme acculé, désespéré, qui a entraîné sa famille dans une fuite éperdue. Mais que s'est-il passé le 23 août au matin? Pourquoi le sac de Céline se retrouve-t-il dans un entrepôt désaffecté, près du port? Et surtout, où sont Philippe, Céline, Mathieu et Sophie? Julien Roche rouvre officiellement l'enquête. Il convoque Bernard Chavannes, maintenant âgé de 64 ans, retraité depuis 2001. L'homme vit seul dans un pavillon de caluire et cuir, près de Lyon. Il accepte de venir au commissariat de Marseille le 28 avril 2003. L'interrogatoire a lieu dans une petite salle du 2e étage, en présence de Vincent Garnier, qui suit l'affaire en tant que consultant bénévole. Bernard Chavannes est nerveux. Il fume toujours autant, ses doigts tremblent légèrement. Julien Roche lui expose ce qu'ils ont découvert dans le carnet de Céline. Chavannes nie d'abord avoir fait chanter Philippe. « C'est ridicule », dit-il. Philippe était un collègue, un bon ingénieur. C'est vrai qu'il avait fait une erreur technique en 84, mais elle avait été corrigée. Personne n'en avait fait toute une histoire. Julien insiste. Il lui lit les passages du journal où Céline mentionne explicitement le chantage. Chavannes se tait un long moment, puis finit par craquer. « D'accord, dit-il dans un souffle. C'est vrai. Je l'ai fait chanter, mais pas pour l'argent. Enfin, pas vraiment. Philippe avait commis cette erreur de calcul sur le projet de la centrale hydraulique de Géniciat. Une erreur grave. Si elle n'avait pas été détectée par un autre ingénieur lors d'une vérification de routine, le barrage aurait pu céder. Des dizaines de morts potentielles.
Quand j'ai découvert que Philippe avait caché son erreur pour ne pas être sanctionné, j'aurais dû le signaler à la direction. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'avais moi-même couvert une erreur similaire quelques années plus tôt. Si je le dénonçais, il pouvait me dénoncer en retour. Alors j'ai utilisé ça pour qu'il fasse ce que je voulais au travail. Des petites choses. Prendre mes gardes de nuit, me soutenir dans les réunions. Et oui, quelquefois, je lui ai demandé de l'argent. 1000 francs par-ci, 2000 francs par-là. Rien d'énorme. Mais je ne savais pas qu'il était allé jusqu'à emprunter à des gens dangereux. Jamais je n'aurais imaginé qu'il allait fuir avec sa famille. Julien Roche demande qui étaient ces gens dangereux. Chavannes l'ignore. Il n'a jamais su où Philippe trouvait l'argent. Vincent Garnier intervient. Est-ce que Philippe vous a contacté dans les jours qui ont précédé le départ pour Marseille? Chavannes hésite, puis acquiesce. Oui, le 15 août, il m'a téléphoné. Il a dit qu'il ne pouvait plus continuer, qu'il en avait marre, qu'il allait tout révéler à la direction et qu'il s'en fichait des conséquences. Je lui ai dit de se calmer, de ne rien faire de stupide. Il a raccroché. Je ne l'ai plus jamais eu au téléphone. Bernard Chavannes est placé en garde à vue pour chantage, puis relâché sous contrôle judiciaire en attendant le procès. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de comprendre ce qui s'est passé à Marseille. Julien Roche fait des recherches sur les liaisons maritimes au départ de Marseille en août 1987. Il découvre qu'effectivement, plusieurs cargos mixtes proposaient alors des traversées vers l'Afrique du Nord. Des bateaux vieillissants qui acceptaient quelques passagers pour arrondir leurs revenus. Les contrôles d'identité étaient moins stricts qu'aujourd'hui. Avec de faux papiers corrects, il était possible de monter à bord. L'inspecteur épluche les archives portuaires. Il retrouve la liste des navires qui ont quitté Marseille le 23 août 1987. Il y en a 11. 8 cargos commerciaux, 2 ferries réguliers, un petit cargo mixte privé. Ce dernier, le San Giorgio, un navire battant pavillon italien, a appareillé à 7h15 pour Alger. C'est exactement l'horaire mentionné par Céline dans son carnet. Le capitaine du navire, à l'époque, était un certain Antonio Grimaldi. Julien tente de le retrouver. Après plusieurs jours de recherche, il apprend que Grimaldi est décédé en 1999 d'une crise cardiaque. Impasse. Mais il reste l'équipage. Le San Giorgio avait 6 membres d'équipage en août 87. 4 Italiens, un Français, un Tunisien. Julien parvient à localiser le Français, Gérard Dutheil, maintenant âgé de 59 ans, qui vit à Toulon. Le 8 mai 2003, Julien se rend à Toulon pour l'interroger. Gérard Dutheil est un ancien marin à la retraite, marqué par des années de dur labeur en mer. Il accepte de parler, d'abord réticent, puis plus coopératif quand il comprend la gravité de la situation. « Oui, je me souviens de ce matin-là, dit-il. C'était un lundi. Nous devions partir à 7h pour Alger. Je faisais partie de l'équipe de pont. Vers 6h30, j'ai vu arriver un homme avec une femme et 2 enfants, un petit garçon et un bébé. L'homme portait une grosse valise et un sac. La femme avait le bébé dans les bras. Ils avaient l'air pressés, nerveux. L'homme a parlé avec le capitaine Grimaldi. Il lui a montré des papiers. Le capitaine a accepté de les prendre à bord. Ça ne m'a pas surpris, il le faisait parfois pour gagner un peu d'argent en plus. Julien montre à Gérard des photos de la famille Lefebvre. Gérard examine les clichés, plisse les yeux, réfléchit. « Oui, dit-il finalement, c'est eux, j'en suis certain. La femme surtout. Elle avait ce regard triste. Et le petit garçon tenait un jouet, un petit bateau en bois. Je m'en souviens parce que je lui avais souri et qu'il m'avait rendu mon sourire. Un gamin adorable. » Le cœur de Julien bat plus vite. « Donc ils sont montés à bord ?» Gérard hoche la tête. « Oui, ils sont montés, mais ils s'arrêtent, mal à l'aise. »« Mais quoi ?» insiste Julien. Gérard soupire. « Mais ils ne sont jamais arrivés à Alger ? Enfin, je veux dire, ils n'étaient plus sur le bateau quand nous avons accosté. Le capitaine a dit qu'ils avaient décidé de débarquer à un autre port, en route. Je n'ai pas posé de questions. Ce n'était pas mes affaires. Cette révélation change tout. Philippe Lefebvre et sa famille sont bel et bien montés sur le San Giorgio le 23 août 1987.
Mais ils ont disparu en cours de route. Julien demande à Gérard s'il se souvient d'escales intermédiaires. Non, nous sommes allés directement à Alger. C'est ça qui était bizarre. Le capitaine a dit qu'ils avaient débarqué, mais nous ne nous étions arrêtés nulle part. Sauf, Gérard hésite, sauf qu'on a eu un problème mécanique vers 9 heures du matin, le premier jour. Le moteur a fait des siennes. On a dû couper et dériver pendant 2 heures pour que le mécanicien répare. On était au large, entre Marseille et les Baléares. Julien sent que quelque chose d'horrible se profile. Que s'est-il passé pendant ces 2 heures? Gérard secoue la tête. Je ne sais pas exactement. J'étais en bas à aider le mécanicien. Mais plus tard, un de mes collègues italiens, Marco, m'a dit qu'il avait entendu le capitaine et l'homme se disputer. Des voix fortes. Et puis, plus rien. Quand je suis remonté sur le pont vers 11 heures, l'homme et sa famille n'étaient plus là. Le capitaine a dit qu'ils étaient dans leur cabine, qu'ils avaient le mal de mer, mais je ne les ai plus jamais revus de tout le voyage. Julien demande le nom de ce Marco. Gérard se souvient, Marco Bellini. Avec l'aide d'Interpol, Julien parvient à localiser Marco Bellini en Italie, à Gênes. L'homme a maintenant 63 ans et travaille comme gardien de nuit dans un entrepôt portuaire. Le 15 mai, Julien se rend à Gênes, accompagné d'un interprète. Marco Bellini accepte de témoigner, mais il est visiblement perturbé par ses souvenirs. « Je n'ai jamais oublié cette journée », dit-il en italien, traduit par l'interprète. « J'ai toujours su que quelque chose de terrible s'était passé, mais le capitaine Grimaldi était un homme dur, et nous avions tous peur de lui. Ce matin-là, pendant la panne moteur, j'étais à l'avant du bateau. J'ai entendu des cris venant de la cabine du capitaine, des cris d'hommes, puis des pleurs d'enfants, puis plus rien. Un silence total. Je suis allé voir. La porte de la cabine était fermée. J'ai frappé. Le capitaine a ouvert. Il était en sueur, très agité. Il m'a dit de retourner à mon poste. Je lui ai demandé où était la famille. Il a dit qu'il se reposait, qu'il n'était pas bien. Mais ses mains tremblaient, et son pantalon était mouillé comme s'il avait été aspergé d'eau de mer. Julien sent la nausée monter. « Vous pensez qu'il leur a fait du mal ?» Marco hoche tristement la tête. « Je pense qu'il les a jetés par-dessus bord, tous les 4. Je ne l'ai jamais vu, mais je le sens. Quelques heures plus tard, j'ai vu le capitaine jeter quelque chose dans l'eau. Un sac. Un sac de femme marron. Il ne savait pas que je l'observais. Il avait l'air paniqué. Mais pourquoi le sac s'est-il retrouvé dans l'entrepôt de Marseille? Marco explique. Le sac n'est pas tombé à l'eau directement. Le vent l'a fait dériver, et il s'est accroché à une corde de remorquage qui pendait le long de la coque. Quand nous sommes revenus à Marseille, 3 jours plus tard, le sac était toujours là. Je l'ai récupéré discrètement et je l'ai caché dans l'entrepôt où nous stockions du matériel, près de la Joliette. Je voulais le donner à la police, mais j'avais peur du capitaine. Puis les années ont passé, le capitaine est mort et j'ai essayé d'oublier. Mais je n'ai jamais oublié. Avec les témoignages de Gérard Dutheil et Marco Bellini, Julien Roche tient enfin une piste solide. Mais le capitaine Grimaldi est mort, et aucune preuve matérielle ne permet de confirmer ce qui s'est réellement passé à bord du San Giorgio. Julien décide d'explorer une autre voie, la Peugeot 305 bleue, jamais retrouvée. Si Philippe avait prévu de fuir en bateau, pourquoi louer une voiture? Et où est-elle? L'inspecteur retourne voir Henri Vallier, maintenant âgé de 75 ans, en maison de retraite à Aubagne. Le vieil homme a gardé tous ses registres de location, même après la vente du garage. Il retrouve le contrat de location de Philippe Lefebvre. Julien examine attentivement le document. Il remarque quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Philippe a donné une adresse différente de celle de Lyon. Une adresse à Marseille, 12 impasse du Vallon, dans le quartier de l'Estac. C'est précisément le quartier où la Renault 25 avait été retrouvée en septembre 87. Julien se rend immédiatement à cette adresse. L'impasse du Vallon est une petite rue résidentielle tranquille, bordée de maisons individuelles modestes. Le numéro 12 est une maison de plain-pied, visiblement abandonnée depuis longtemps. Les volets sont fermés, le jardin envahi par les mauvaises herbes. Julien interroge les voisins. Une vieille dame, Madame Lopez, se souvient.
Cette maison appartenait à un homme qui louait des garages à des gens qui avaient besoin de stocker des voitures ou du matériel. Il est mort il y a 10 ans. La maison est restée vide depuis. Ses héritiers ne s'en occupent pas. Avec l'autorisation du juge, Julien obtient un mandat de perquisition. Le 20 mai 2003, une équipe de la police judiciaire force la porte de la maison. L'intérieur est poussiéreux, délabré, mais derrière la maison, il y a effectivement un grand garage. Les portes métalliques sont rouillées, mais encore fermées à clé. Les techniciens les forcent. Et là, dans la pénombre, intacte sous une couche de poussière, se trouve la Peugeot 305 bleue, immatriculée comme celle louée par Philippe Lefebvre. L'équipe technique examine minutieusement le véhicule. Dans le coffre, ils découvrent une grande valise. À l'intérieur, des vêtements pour hommes, femmes et enfants. Des documents. De faux passeports au nom de Pierre et Marie Durand et 2 faux passeports pour enfants. Les photos sur les passeports correspondent au visage de Philippe et Céline Lefebvre. Il y a aussi une enveloppe contenant 10 000 francs en espèces, des billets usagés, et au fond de la valise, un revolver. Un vieux revolver non déclaré, chargé de 6 balles. Julien fait analyser l'arme. Elle n'a jamais été tirée. Les empreintes digitales relevées sur la crosse correspondent à celles de Philippe Lefebvre. Tout se met en place. Philippe avait tout préparé. La fuite en bateau, les faux papiers, l'argent, la voiture cachée dans ce garage comme plan de secours. Mais quelque chose a mal tourné. Vincent Garnier, présent lors de la découverte, a une théorie. Philippe devait payer le capitaine Grimaldi pour le passage. Probablement une grosse somme, mais une fois en mer, Grimaldi a dû en demander plus. Ou peut-être qu'il a paniqué en réalisant qu'il transportait une famille sous de faux papiers. Ou pire, peut-être qu'il avait l'intention, dès le départ, de prendre l'argent et de se débarrasser des témoins. Philippe a peut-être essayé de négocier, de résister. Grimaldi était un homme violent, d'après les archives maritimes que j'ai consultées. Il avait déjà été impliqué dans des incidents en mer dans les années 70. Julien interroge à nouveau Marco Bellini par téléphone. Y a-t-il eu une dispute à propos d'argent? Marco réfléchit. Oui, maintenant que vous le dites, je me souviens. Quand j'ai entendu les voix fortes, l'homme disait quelque chose comme « Nous avions un accord, vous ne pouvez pas me demander plus ». Et le capitaine répondait « Tu payes ou je te jette à l'eau ». C'était en français. Je ne comprenais pas tout, mais le ton était clair. Alors voilà ce qui s'est passé. Philippe Lefebvre, acculé par les dettes et le chantage, a tout organisé pour fuir avec sa famille. Il a loué une voiture à Marseille, l'a cachée dans un garage de l'Estac comme plan B. Il a acheté de faux papiers, probablement à des faussaires marseillais liés au milieu criminel. Il a réservé une place sur le San Giorgio, un cargo qui acceptait des passagers clandestins moyennant finance. Mais une fois en mer, le capitaine Grimaldi a voulu plus d'argent. Philippe n'avait plus rien, la dispute a dégénéré. Grimaldi, homme brutal et sans scrupules, a tué Philippe. Puis, pour ne laisser aucun témoin, il a également tué Céline, Mathieu et Sophie. Il a jeté leur corps à la mer. Le sac de Céline qu'il a voulu jeter aussi s'est accroché à une corde et a été récupéré par Marco Bellini, puis caché dans l'entrepôt. Mais il reste une question. Julien relit le dernier passage du carnet de Céline. Elle écrit qu'elle cache le carnet dans son sac au cas où quelque chose tourne mal. Cela signifie qu'elle pressentait le danger. Peut-être avait-elle compris que Grimaldi n'était pas fiable. Peut-être avait-elle supplié Philippe de ne pas monter sur ce bateau. Mais Philippe, désespéré, n'a vu aucune autre option. Le 26 mai 2003, Julien Roche tient une conférence de presse. Il expose publiquement les résultats de l'enquête. La famille Lefebvre a été assassinée en mer par le capitaine Antonio Grimaldi, décédé depuis. Les corps n'ont jamais été retrouvés, probablement engloutis par la Méditerranée. Bernard Chavannes, dont le chantage a indirectement conduit à cette tragédie, sera jugé et condamné à 3 ans de prison avec sursis. Marco Bellini ne sera pas poursuivi, son témoignage ayant été crucial. La nouvelle se répand rapidement. Les médias nationaux reprennent l'histoire. Mystère résolu 16 ans après, la famille Lefebvre assassinée en mer
titre Le Monde. Les journaux télévisés diffusent des reportages, montrent les photos de Philippe, Céline, Mathieu et Sophie. On montre aussi le sac retrouvé, le carnet intime, la Peugeot dans le garage abandonné. À Bourg-en-Bresse, M. Girard regarde les informations ce soir-là, les larmes aux yeux. Il a maintenant 78 ans, marqué par 16 années d'attente et d'espoir. « Au moins, maintenant je sais », dit-il à la journaliste qui l'interviewe. « Je sais que ma fille et mes petits-enfants ne reviendront pas, que ce monstre de Grimaldi les a tués. Mais je sais aussi que Céline a lutté jusqu'au bout, qu'elle a essayé de laisser une trace pour que nous sachions la vérité. C'était ma fille, ça, courageuse jusqu'au bout. » À Villefranche-sur-Saône, Marguerite Lefebvre apprend la nouvelle à la télévision. Elle a maintenant 84 ans, fragile, l'esprit parfois confus. Mais ce jour-là, elle comprend tout. Elle pleure son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants. Elle pleure aussi la succession de choix malheureux qui ont conduit à cette fin terrible. « Philippe n'était pas un mauvais homme », murmure-t-elle à sa voisine qui est venue la soutenir. « Il a juste fait des erreurs. Et il a payé le prix le plus élevé. » Vincent Garnier, lui, ressent un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement d'avoir enfin résolu l'énigme qui l'a hanté pendant 16 ans. Tristesse devant l'horreur de la vérité. Il rend visite à M. Girard en juin 2003. Les deux hommes parlent longuement, partagent leurs souvenirs, leurs chagrins. « Vous avez fait tout ce que vous pouviez », dit M. Girard à Vincent. « Personne n'aurait pu deviner qu'ils étaient morts en mer. C'était impossible. Sans ce sac retrouvé par hasard, nous ne l'aurions jamais su. Les corps de Philippe, Céline, Mathieu et Sophie Lefebvre n'ont jamais été retrouvés. La Méditerranée garde ses secrets. Mais en juillet 2003, les familles organisent une cérémonie commémorative à Marseille, sur le Vieux-Port, là où tout a commencé. Une plaque est apposée sur le quai avec les noms des 4 disparus et les dates de leur naissance. En mémoire de Philippe, Céline, Mathieu et Sophie Lefebvre, disparus en mer en août 1987. Que leurs âmes reposent en paix. Des dizaines de personnes sont présentes. Les proches, les amis, les anciens voisins de Lyon, Marcel Fontaine n'étant plus là, c'est son fils qui représente la famille. Claire Arnaud est venue d'Aix-en-Provence. Henri Vallier, malgré son âge, a fait le déplacement. Gérard Dutheil et même Marco Bellini, venus spécialement d'Italie, sont là. Tous unis dans le recueillement et la peine. Le soleil se couche sur la Méditerranée. Les mouettes crient dans le ciel. Le prêtre dit quelques mots, évoque la tragédie, la perte, mais aussi l'espoir que les âmes des disparus aient trouvé la paix. Des fleurs sont jetées à l'eau, 4 bouquets blancs qui dérivent lentement vers le large. Monsieur Girard, soutenu par sa nièce, regarde les bouquets s'éloigner. Il pense à Céline enfant, riant dans le jardin de leur maison. Il pense à Mathieu et Sophie, qu'il n'a pas vu grandir. Il pense à tous ces moments volés par la folie d'un homme, par l'enchaînement fatal des erreurs et des désespoirs. Les semaines suivantes, la vie reprend son cours. Bernard Chavannes purge sa peine en liberté surveillée, hanté par le remords. Et il écrira une lettre aux familles Lefebvre et Girard, dans laquelle il assume sa part de responsabilité. « Je ne demande pas pardon, car ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que vous sachiez que pas un jour ne passe sans que je pense à eux. Si j'avais su, si j'avais imaginé une seule seconde que mon chantage minable conduirait à une telle horreur, je ne l'aurais jamais fait. Mais il est trop tard. Je vivrai avec ce poids jusqu'à mon dernier souffle. » Julien Roche, lui, continue son travail d'inspecteur. L'affaire Lefebvre reste son enquête la plus marquante. Il garde dans son bureau une copie de la photo de famille prise quelques mois avant la disparition. Philippe et Céline souriant, Mathieu entre eux, Sophie dans les bras de sa mère. Une famille ordinaire, fauchée par le destin et la cruauté humaine. En décembre 2003, Marguerite Lefebvre s'éteint paisiblement dans son sommeil. Elle est enterrée au cimetière de Villefranche-sur-Saône, près de la tombe de son mari. Sur la pierre tombale, les noms de Philippe, Mathieu et Sophie sont gravés, même si leurs corps ne sont pas là. Réunis pour l'éternité, lit-on en dessous. Monsieur Girard continue à vivre, porté par le besoin de préserver la mémoire de sa fille et de ses petits-enfants.
Il donne régulièrement des interviews, participe à des émissions sur les disparitions, aide d'autres familles à ne pas perdre espoir. On ne se remet jamais d'une telle perte, dit-il souvent, mais on apprend à vivre avec. Et surtout, on se bat pour que la vérité éclate, pour que justice soit faite, même tardivement. Le sac de Céline, le carnet intime, la Peugeot 305, tous ces éléments sont conservés comme pièces à conviction dans les archives de la police judiciaire de Marseille. Un jour peut-être, dans des décennies, des historiens ou des étudiants en criminologie les étudieront. Ils verront un exemple tragique de la façon dont une série de mauvais choix peut mener à l'irréparable. Aujourd'hui, en 2025, l'histoire de la famille Lefebvre reste gravée dans la mémoire collective marseillaise. Les anciens se souviennent. Les plus jeunes ont entendu parler de ce drame par leurs parents ou leurs grands-parents. L'hôtel du Levant n'existe plus, remplacé par un immeuble moderne. Le garage de l'impasse du Vallon a été démoli. Le San Giorgio a été démantelé pour ferraille en 1994. Mais la plaque sur le Vieux-Port est toujours là, rappelant aux passants qu'en août 1987, 4 vies se sont éteintes en mer, victimes de la peur, de la cupidité et du désespoir. Cette histoire nous rappelle à quel point les choix que nous faisons, même les plus petits, peuvent avoir des conséquences immenses. Elle nous montre aussi la fragilité de la vie, la rapidité avec laquelle tout peut basculer. Philippe Lefebvre n'était pas un criminel, c'était un homme ordinaire qui a fait une erreur professionnelle, qui a été piégé dans un chantage, qui a cédé à la panique et qui a entraîné sa famille dans une fuite désespérée. Céline Lefebvre était une mère aimante qui a suivi son mari, malgré ses doutes, par amour, par loyauté. Mathieu et Sophie étaient des enfants innocents, emportés par une tragédie qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Le capitaine Antonio Grimaldi, mort sans jamais avoir payé pour son crime, incarne la part la plus sombre de l'humanité. La violence gratuite, l'absence totale d'empathie, la capacité à détruire des vies pour quelques milliers de francs. Son nom restera associé à jamais à cette horreur. Mais l'histoire nous montre aussi des lueurs d'humanité. Marco Bellini, qui a gardé le sac pendant des années, paralysé par la peur mais incapable d'oublier. Vincent Garnier, qui n'a jamais cessé de chercher la vérité. Julien Roche, qui a repris le flambeau et a su reconstituer le puzzle. Monsieur Girard, qui a transformé son chagrin en force pour aider les autres. Tous ces gens qui, à leur manière, ont refusé que Philippe, Céline, Mathieu et Sophie sombrent dans l'oubli. Le sac retrouvé 16 ans après n'était pas juste un objet. C'était le dernier témoignage d'une femme qui savait que sa vie touchait à sa fin, qui a voulu laisser une trace, qui a refusé que le silence enveloppe à jamais leur disparition. Grâce à ce sac, grâce à ce carnet intime écrit avec urgence dans une chambre d'hôtel marseillaise, la vérité a pu émerger. Justice n'a pas vraiment été rendue, puisque le coupable principal est mort. Mais la vérité, elle, a triomphé. Et c'est peut-être cela finalement le seul réconfort possible pour ceux qui restent. Ce cas nous montre comment une suite de mauvaises décisions, de peurs et de circonstances malheureuses peut mener à une tragédie irréversible. Il nous rappelle aussi l'importance de ne jamais abandonner la recherche de la vérité, même des années après les faits. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué les signes tout au long de cette histoire qui laissaient présager le dénouement? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ce type de récit. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette histoire tragique.